La fête de fiançailles à la salle de bal Riverside se déroulait exactement comme prévu. 200 invités, le champagne coulant à flot, et ma sœur Brooke qui arborait sa bague de fiançailles depuis 1 heure comme si elle exposait le diamant Hope. 2 carats, une monture en platine qui avait coûté 3 mois de salaire à son fiancé, et une histoire de demande en mariage qu'elle avait racontée au moins 15 fois ce soir. Mes parents rayonnaient de fierté à chaque nouvelle narration, posant des questions sur le joaillier, la taille et la pureté de la bague comme s'ils étaient des gémologues. Je me tenais près du bar, sirotant un verre de pinot noir, offrant mes félicitations lorsque c'était nécessaire, essentiellement invisible. Puis, l'oncle James est arrivé, s'excusant pour le retard de son vol, et tout a basculé. James n'était pas seulement le frère cadet de mon père. C'était un investisseur en capital risque qui avait fait fortune en soutenant des startups technologiques à la fin des années 90. C'était aussi le seul membre de la famille qui avait pris la peine de rester en contact avec moi au cours des 8 dernières années, bien qu'il vive à 3000 miles de là, à San Francisco. Désolé pour mon retard, tout le monde, a dit James en se frayant un chemin à travers la foule jusqu'à notre groupe familial. Il a serré Brooke dans ses bras, a félicité son fiancé, puis s'est tourné vers moi avec une étreinte chaleureuse. Sophia, mon Dieu, ça fait plaisir de te voir. Il a reculé, étudiant mon visage. Tu es incroyable. Comment est la vie dans cette maison à 1,5 million de dollars que tu as acheté? Le quartier est-il à la hauteur de tes espérances? La conversation autour de nous s'est éteinte instantanément. La main de Brooke, celle qui exhibait la bague, s'est figée en plein geste. La flûte de champagne de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de mon père a perdu ses couleurs. James, quelle maison, a murmuré mon père, la voix tendue par la confusion. J'ai pris une lente gorgée de mon vin, savourant l'instant. 8 ans. 8 ans à être négligé, ignoré et traité comme la dernière des préoccupations de la famille, tandis que chaque accomplissement de Brooke devenait une production digne de Broadway. Et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. La maison sur Sterling Heights, a dit James nonchalamment, en acceptant une flûte de champagne d'un serveur qui passait. Celle que Sophia a achetée en 2016. Une magnifique maison de style craftsman. Cette vue sur la montagne est spectaculaire. J'y ai séjourné la dernière fois que j'étais en ville. Brooke a été la première à retrouver sa voix, perçante d'incrédulité. Sophia ne possède pas de maison. Elle loue cet appartement près de l'université. J'ai loué cet appartement, ai-je corrigé calmement, pendant environ 2 ans durant mon doctorat. Puis j'ai acheté la maison sur Sterling Heights. C'était il y a 8 ans. La flûte de champagne de mon père a dangereusement penché dans sa main. De quoi parles-tu? Je parle de la maison de style craftsman de 5 chambres que j'ai achetée pour 1,2 million de dollars en juin 2016, ai-je dit d'un ton égal. Celle qui est maintenant estimée à environ 1,5 million de dollars, selon les comparables récents du marché. Le chiffre a semblé résonner à travers notre groupe familial. La main de ma mère a volé à sa gorge. Mon père avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Le sourire parfaitement étudié de Brooke s'est effondré. C'est impossible, a soufflé ma mère. Où aurais-tu trouvé plus d'1 million? J'ai versé un acompte de 240 000 dollars et financé le reste. J'ai remboursé l'hypothèque il y a 6 ans, ai-je expliqué. James a hoché la tête en signe d'approbation. Décision intelligente. Sophia a toujours été brillante avec l'argent. Cette prime à la signature de Helix Pharmaceuticals. Elle a mis la totalité du montant sur le capital de l'hypothèque. Elle a remboursé 960 000 dollars en 2 ans. Une prime à la signature, a dit mon père d'une voix faible. Quelle prime à la signature? De quand j'ai commencé chez Helix. Ils m'ont offert 180 000 dollars comme prime à la signature pour que je quitte mon poste de post-doctorante. J'ai accepté et j'ai tout utilisé pour rembourser l'hypothèque. Tu as reçu une prime à la signature de 180 000 dollars, a dit Brooke, la voix étranglée. C'est la norme pour les postes de direction dans la recherche pharmaceutique, ai-je expliqué. Ma rémunération annuelle actuelle est de 375 000 dollars, incluant les primes et les options sur actions. Le silence qui s'ensuivit fut absolu.
La flûte de champagne de quelqu'un a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en marbre. Plusieurs invités se sont retournés pour regarder. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. 375 000 $, a répété mon père machinalement. Par an. Le salaire de base est de 280 000 $, ai-je clarifié. Les primes de performance annuelles avoisinent les 60 000 $ et mes options sur actions ont été acquises cette année pour environ 35 000 $. James a souri. Sophia est modeste. Ses options sur actions? Elle m'a dit qu'elle était assise sur 420 000 $ supplémentaires en capitaux propres non acquis, plus les redevances sur les brevets. Des redevances sur les brevets, a murmuré ma mère. Je détiens 11 brevets dans les systèmes d'administration de médicaments en oncologie, ai-je dit. Ils génèrent environ 95 000 $ par an en frais de licence. La main de Brooke, toujours figée en l'air, a commencé à trembler. La bague de fiançailles de 2 carats semblait soudainement très petite. Mes parents se tenaient complètement immobiles, traitant des informations qui ne correspondaient clairement pas à l'image qu'ils se faisaient de moi. Je ne comprends pas, a dit ma mère, la voix brisée. Tu es chercheuse en pharmacie. Comment peux-tu te permettre tout ça? Je suis la directrice de la recherche en oncologie chez Helix Pharmaceuticals, ai-je corrigé doucement. Je supervise un département de 47 chercheurs. Nous sommes actuellement en essai de phase 3 pour un médicament qui pourrait révolutionner le traitement du cancer du pancréas. James a sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose. En fait, le travail de Sophia a été présenté dans Nature Medicine le mois dernier. L'article qualifiait ses recherches de révolutionnaires et potentiellement dignes d'un prix Nobel. Un prix Nobel, a dit mon père d'une voix rauque. Il est tôt pour en parler, ai-je dit, mal à l'aise avec la spéculation, mais la recherche est prometteuse. Si les essais de phase 3 réussissent, nous pourrions sauver des milliers de vies chaque année. Brooke a retrouvé sa voix, tranchante et sur la défensive. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? Je vous l'ai dit, ai-je répondu calmement, plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père. James a posé son téléphone. En fait, c'est vrai. J'ai l'email que Sophia m'a envoyé à ce sujet. Novembre 2016. J'ai parlé de la maison à maman et papa. Papa a dit que j'étais financièrement irresponsable. Maman a demandé si j'étais sûre de pouvoir gérer l'entretien. Avril 2018. J'ai mentionné le remboursement de l'hypothèque au dîner de Pâques. Ils ont demandé si ça voulait dire que j'étais au chômage. Nous n'avons pas dit ça, a dit ma mère faiblement. Si, vous l'avez fait, ai-je confirmé. Vous avez supposé que rembourser une hypothèque signifiait que j'avais perdu mon emploi, pas que j'avais eu assez de succès financier pour éliminer la dette. La distinction a semblé blesser ma mère. Ses yeux se sont remplis de larmes. La mâchoire de mon père s'est serrée si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. L'oncle James a continué comme si de rien n'était. Sophia, as-tu pris une décision concernant l'investissement dans la maison du lac? Cette propriété était magnifique. Quelle maison du lac, a exigé mon père. Il y a une propriété de luxe disponible sur le lac Serenity, a expliqué James. 6 chambres, 1 quai privé, 3 acres. Sophia envisage de l'acheter comme propriété de location de vacances. Pourquoi Sophia achèterait-elle une location de vacances, a demandé Brooke, la voix mince. Pour la diversification des revenus, a dit James. Elle possède déjà 4 propriétés locatives en plus de sa résidence principale. Ce serait sa 6e propriété au total. La révélation a fait l'effet d'une onde de choc. Ma mère a vacillé sur ses pieds. Mon père a attrapé son coude pour la stabiliser. Brooke avait l'air d'avoir été giflé. 4 propriétés locatives, a murmuré ma mère. De petites maisons unifamiliales dans des quartiers émergents, ai-je précisé. Je les achète en dessous du prix du marché, je les rénove et je les loue à de jeunes professionnels. Un flux de trésorerie moyen d'environ 1800 $ par unité après toutes les dépenses. Ça fait 7200 $ par mois, a calculé automatiquement mon père. C'est plus de 86 000 $ par an en revenus locatifs, plus l'appréciation, a ajouté James.
Ses propriétés ont augmenté en valeur de 42% en moyenne depuis que Sophia les a achetées. La valeur nette de son patrimoine immobilier total est d'environ 2,1 millions de dollars. Les chiffres continuaient de tomber comme des obus d'artillerie. La main de Brooke portant la bague de fiançailles est retombée le long de son corps, oubliée. Mes parents se tenaient figés, essayant d'assimiler une version de leur fille qui ne correspondait pas à celle qu'ils avaient en tête. 2 millions de dollars en immobilier, a dit mon père lentement. Ça, c'est juste l'immobilier, a corrigé James. 3 millions, la voix de Brooke est sortie comme un murmure étranglé. 3,2 millions, ai-je corrigé doucement. Bien que ce soit des estimations, les fluctuations du marché pourraient changer le chiffre exact. La flûte de champagne de ma mère a glissé de ses doigts, rejoignant la précédente victime sur le sol. Cette fois, elle ne l'a même pas remarqué. Tu es multimillionnaire. Sur le papier, ai-je dit. La plupart est investie ou en capitaux propres immobiliers. La collègue de James, le docteur Elizabeth Spark, s'est approchée de notre groupe avec un sourire chaleureux. Sophia, je ne savais pas que tu serais là. Félicitations pour la désignation de thérapie innovante par la FDA. C'est une nouvelle incroyable. Merci, Elizabeth, ai-je dit. Nous sommes très enthousiastes quant à ce potentiel. Une thérapie innovante de la FDA, a dit mon père d'une voix faible. La FDA a accordé à notre médicament contre le cancer du pancréas la désignation de thérapie innovante il y a 3 semaines, ai-je expliqué. Cela accélère le processus d'approbation. Si tout se passe bien, nous pourrions avoir l'approbation d'ici 18 mois au lieu des 4 ans habituels. Elisabeth rayonnait. Le travail de Sophia va sauver d'innombrables vies. Elle est brillante. Viens-tu à la conférence de Genève le mois prochain? Je présenterai nos données préliminaires de phase 3, ai-je confirmé. Présenter à une conférence à Genève, a dit ma mère. Le Symposium international de recherche en oncologie, ai-je précisé. Je prononce le discours d'ouverture sur les nouveaux mécanismes d'administration des médicaments. C'est un honneur assez important dans le domaine. Assez important, s'est moqué James. Sophia est la plus jeune conférencière principale en 40 ans d'histoire du symposium. C'est énorme. La voix de Brooke est devenue amère. Alors, tu es juste célèbre? C'est ça, le truc? Je ne suis pas célèbre, ai-je dit. Je suis respectée dans mon domaine. Il y a une différence. Tes recherches ont été citées plus de 4000 fois, a souligné Elisabeth. Tu as publié 37 articles évalués par des pairs. Tu as révolutionné l'administration des médicaments en oncologie. C'est plus que du respect. C'est la reconnaissance d'un véritable génie. L'éloge me mettait mal à l'aise, mais j'appréciais le soutien d'Elisabeth. Mes parents avaient l'air abasourdis. Brooke avait l'air d'avoir la nausée. J'ai besoin d'air, a dit Brooke, se frayant un chemin à travers la foule vers le balcon. Son fiancé a hésité, regardant entre Brooke et notre groupe familial, puis l'a suivi. Ma mère a commencé à les suivre, mais mon père l'a retenue. Laisse-les, Patricia, a-t-il dit doucement. Nous devons parler à Sophia. De quoi y a-t-il à parler, ai-je demandé. Oncle James a mentionné ma maison. Vous ne saviez pas que j'en avais une. Maintenant vous le savez. C'est toute la conversation. Non, ça ne l'est pas, a dit ma mère, des larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu accomplir tout ça sans que nous le sachions? Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Parce que chaque conversation sur ma vie était redirigée vers Brooke. Parce que vous avez supposé que, comme je ne publiais rien sur les réseaux sociaux ou ne cherchais pas l'attention, je n'avais rien d'intéressant à partager. James a hoché la tête. J'observe ça depuis des années. Chaque appel téléphonique, chaque réunion de famille. C'est le Brooke Show. Le travail de Brooke. Le petit ami de Brooke. Les fiançailles de Brooke. Sophia pourrait guérir le cancer, et vous demanderiez si Brooke veut un dessert. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Ah non, a contesté James. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois à Sophia des nouvelles de ses recherches?
De sa maison, de sa vie? Quand l'avez-vous traitée pour la dernière fois comme si elle pouvait avoir quelque chose qui vaille la peine d'être célébré? Le silence qui suivit fut accablant. Mon père a détourné le regard. Ma mère sanglotait ouvertement. Je peux vous dire exactement quand, ai-je dit doucement. Vous avez posé des questions sur mes recherches il y a 6 ans, à Thanksgiving. J'ai commencé à expliquer mon travail sur l'administration de médicaments par nanoparticules et vous m'avez interrompu au bout de 2 minutes pour interroger Brooke sur son nouvel appartement. Vous n'avez plus jamais demandé depuis. La précision du souvenir a semblé briser quelque chose en ma mère. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ne pas avoir écouté, pour ne pas vous être soucié? Pour avoir passé 8 ans à me traiter comme si j'étais moins importante que Brooke? Nous vous aimons toutes les deux de la même manière, a insisté mon père. Vraiment, ai-je demandé. Pouvez-vous me dire pour quelle entreprise je travaille, quel est mon titre de poste, quelle maladie je recherche, où j'habite, quoi que ce soit sur ma vie réelle? Le silence s'est étiré. La mâchoire de mon père s'est crispée. Les larmes de ma mère sont tombées sur sa robe. Helix Pharmaceuticals a fourni James. Directrice de la recherche en oncologie. Cancer du pancréas. 2847 Sterling Heights Drive. Sophia supervise le développement de médicaments révolutionnaires qui pourraient sauver des milliers de vies chaque année. Nous aurions dû savoir tout ça, a dit ma mère. Oui, ai-je convenu. Vous auriez dû. La voix de mon père est sortie, rauque. Que attends-tu de nous, Sophia? Rien, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je voulais que vous soyez fiers de moi. Je voulais que vous vous intéressiez à mon travail. Je voulais que vous me voyiez. Mais j'ai arrêté de le vouloir il y a environ 4 ans, quand j'ai finalement accepté que ça n'arriverait pas. Ça peut arriver maintenant, a plaidé ma mère. Vraiment, ai-je demandé. Ou voulez-vous simplement avoir accès à votre fille millionnaire? Voulez-vous me connaître ou voulez-vous vous vanter de moi, maintenant que vous ne pouvez plus prétendre que je suis l'enfant décevante? L'accusation a fait mal. Ma mère a tressailli. Mon père avait l'air accablé. Nous n'avons jamais pensé que tu étais décevante, a dit mon père. Vous pensiez juste que j'étais moins impressionnante que Brooke, ai-je corrigé. Moins réussie, moins digne de votre temps et de votre attention. Vous aviez tort. Vous aviez catastrophiquement tort. Mais vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais pris la peine de regarder. James a posé une main sur mon épaule. Sophia, peut-être que nous devrions. Je m'en vais, ai-je dit, le coupant doucement. C'est la soirée de Brooke. Je n'aurais pas dû venir. Sophia, s'il te plaît, a dit ma mère, tendant la main vers moi. J'ai reculé. Profitez de la fête. Célébrez les fiançailles de Brooke. C'est ce que vous faites de mieux. J'ai marché vers la sortie, mes talons claquant contre le sol en marbre. Derrière moi, j'ai entendu ma mère crier mon nom, mais je ne me suis pas retournée. L'oncle James m'a rattrapé dans le hall. Je crois que oui, ai-je dit. C'était plus difficile que prévu. Tu as été parfaite, a-t-il dit. Calme, digne, honnête. Tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ils vont t'appeler, ai-je dit. Ce soir, demain, ils vont vouloir arranger ça. Peut-être, a convenu James. Mais tu ne leur dois pas une réconciliation facile. Tu as passé 8 ans à essayer d'être vu. S'ils veulent une relation maintenant, ils doivent la mériter. Et s'ils ne le peuvent pas, ai-je demandé. Alors tu t'en sortiras très bien, a-t-il dit fermement. Tu as une carrière incroyable, la sécurité financière, un travail qui a du sens et qui sauve des vies, et des gens qui t'apprécient vraiment. Tu n'as pas besoin de parents qui ne t'ont valorisé que lorsqu'ils ont appris ta valeur nette. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Merci, ai-je dit en le serrant dans mes bras, de m'avoir vu. D'être fier de toi, toujours, a-t-il dit. Tu es la personne la plus accomplie de cette famille, Sophia. Ne laisse pas leur aveuglement te faire douter de ça. Je suis rentrée chez moi à Sterling Heights,
dans ma maison de style craftsman de 5 chambres avec sa vue sur la montagne et ses finitions personnalisées. À la vie que j'avais bâtie avec ma propre intelligence, mon propre dévouement, mon propre travail acharné. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Le bureau où j'examinais les données de recherche et rédigeais des articles qui faisaient avancer la science médicale. La bibliothèque remplie de revues médicales et de manuels d'oncologie. La suite d'invités où l'oncle James séjournait lors de ses visites. La suite parentale avec sa salle de bain spa et son dressing. Chaque pièce représentait un choix que j'avais fait, un objectif que j'avais atteint, un rêve que j'avais réalisé. Pas pour l'approbation de mes parents. Pas pour la reconnaissance. Simplement parce que c'était la vie que je voulais. Mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis mon père a appelé. Messagerie vocale à nouveau. Un texto de Brooke, tu ne pouvais pas me laisser avoir une seule soirée. J'ai posé le téléphone et j'ai parcouru ma maison, pièce par pièce. La cuisine où j'avais organisé des dîners auxquels mes parents n'avaient jamais assisté. Le jardin avec son potager où je cultivais des légumes pour la banque alimentaire locale. Le sous-sol que j'avais transformé en salle de sport et en espace de méditation. La colère à laquelle je m'attendais n'est pas venue. Il n'y avait qu'une clarté. Une clarté nette, froide, libératrice. J'avais bâti quelque chose d'extraordinaire. J'avais atteint l'indépendance financière, la reconnaissance professionnelle et un impact significatif. Je révolutionnais le traitement du cancer. J'étais en route vers des accomplissements que mes parents ne pouvaient même pas comprendre. Et j'avais fait tout cela sans leur connaissance, leur soutien ou leur approbation. Ce qui signifiait que je n'avais pas besoin de ces choses pour réussir. Je n'en avais jamais eu besoin. Demain, il y aurait d'autres appels, d'autres tentatives de réconciliation, d'autres exigences pour que je les aide à se sentir mieux face à leurs échecs. Mais ce soir, je me tenais dans ma maison à 1,5 million de dollars, entouré de 8 années d'accomplissements discrets, et je me suis laissé ressentir tout le poids de ce que j'avais accompli. Sans eux. Malgré eux. En dépit d'eux.